Ils ont dit non à tout produit issu d'origine animale par conviction éthique ou environnementale. Il représenterait aujourd'hui près de 0,5% de la population française, selon une étude du XERFI de 2018. Le régime vegan compte chaque jour un peu plus d'adeptes. Bonjour Nadia Ajos. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes présidente du collectif Lien Végétal. Vous militez pour un monde 100% végétalien, en opposition aux industriels de la viande, un système simpliste et extrémiste selon Roger Egamorph, que nous accueillons également aujourd'hui sur notre plateau. Bonjour Roger. Bonjour. Le modèle vegan se généralise, mais ne serait-il pas un extrême insatisfaisant dans un enjeu d'agriculture durable, Nadia? La souffrance du bœuf que l'on tue pour sa viande est supérieure au plaisir de mordre dedans. Les animaux sont doués de sensibilité, c'est pas une découverte. Et comment pouvons-nous, au XXIe siècle, continuer à manger des produits issus de l'exploitation des animaux quand on connaît leur souffrance? Comment pouvons-nous fermer les yeux devant la cruauté des vidéos insoutenables prises dans les abattoirs? Nos amis de L214 nous indiquent qu'en France, 99,9% des lapins sont élevés en cage, 97% des dindes, 95% des cochons, 83% des poulets, 70% des pintades, 60% des chèvres et 55% des poules pondeuses. Environ 3,2 millions d'animaux issus d'élevage sont chaque jour abattus en France pour l'alimentation humaine. Parmi eux, 68% sont des poulets. Et comment pouvez-vous accepter ça, à croire que les non-véganes sont moins sensibles que les animaux qu'ils abattent quotidiennement? Pour citer Ophélie Véron, je dirais que nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous demander s'il est vraiment nécessaire que les animaux souffrent pour nos papilles et si la planète tout entière ne gagnerait pas à ce que l'on cesse de les manger. La réponse à la question est simple. Encore, faut-il œuvrer pour mettre en pratique nos idées? Et je n'ai pas parlé du désastre environnemental. La loi de la rentabilité économique est supérieure à celle de la précaution des dépenses énergétiques. Il faut 10 kilos de végétaux pour produire 1 kilo de viande de bœuf. Et aujourd'hui en France, 70% de la surface agricole est réservée à l'élevage. Ces deux données mises ensemble, on comprend vite que l'élevage constitue une immense perte de terres agricoles et qu'il faudrait complètement stopper la consommation des produits animaux. Alors c'est ici que je vous coupe. Selon l'INRA, en France, dans ces 70% de terres agricoles praticables utilisées par l'élevage, plus de 2/3 en réalité sont des terres non arables, c'est-à-dire qu'elles sont incultivables en fait. Comme on voit sur ce schéma, 62% donc des terres sont non agricoles. Ensuite, on a 26,6% des terres agricoles qui sont non cultivées, parce que c'est de la prairie, des montagnes, des steppes ou de la savane. Ensuite, on a une part qui est non arable, c'est-à-dire qu'on ne peut rien y faire pousser. Imaginez dans votre station de ski un tracteur, ça passe pas. Ensuite, on a une part qui est arable mais utilisée pour l'élevage. Alors là, par contre, j'en conçois, c'est totalement aberrant. Et on a 11,4% des terres agricoles qui sont cultivées. Donc du coup, sur cette part verte, finalement, on ne peut rien produire d'autre. Donc, et si les animaux ne valorisaient pas ces prairies, qu'en ferait-on, puisque l'homme ne sait pas digérer l'herbe? Et tout de même, ces surfaces représentent 3 milliards d'hectares à l'échelle mondiale sur les 5 milliards d'hectares de surface agricole. Alors ce qui est vraiment aberrant, en fait, finalement, c'est la part des terres occupées par l'élevage dans des terres arables. Au lieu d'y faire des cultures pour les humains, on y cultive des céréales ou du soja destinés aux animaux. Et le tout parcourt souvent des milliers de kilomètres, ce qui est à la fois une réelle perte calorifique et énergétique. Le problème des dépenses en eau se pose aussi, non? Tout à fait. 15 000 litres d'eau sont nécessaires pour la production d'1 kilo de viande de bœuf, par exemple. Et tout le monde sait qu'il faut s'attendre à une raréfaction de l'eau potable à l'échelle mondiale dans les décennies à venir. Alors dans l'absolu, ce chiffre est vrai, mais votre interprétation est partiale. En fait, si on ne mangeait pas de steak de 1 kilo, ça ne voudrait pas dire qu'on économiserait 15 000 litres d'eau. En fait, en tout cas dans le cadre d'une agriculture paysanne, 94% de cette eau correspondrait à de l'eau de pluie nécessaire à la pousse de l'herbe. Et la pluie, elle tomberait de toute façon, que les vaches, elles soient là ou non. Et l'eau nécessaire aux cultures destinées aux bovins, et l'énergie nécessaire à la production et à l'acheminement d'1 kilo de soja depuis l'Amazonie. Selon la FAO, l'élevage reste un important responsable des émissions de gaz à effet de serre. Les filières de l'élevage ont émis un total estimé à 8,1 gigatonnes d'équivalent CO2 en 2010. Alors je vous rejoins tout à fait sur ce point, mais depuis le début de ce débat, vous mettez sur un pied d'égalité l'élevage industriel qui est très polluant, très gourmand en terre et surtout qui n'est pas respectueux de la condition animale, avec l'agriculture paysanne qui façonne nos paysages depuis des milliers d'années.
Mes bêtes, elles sont nourries en très grande majorité, en tout cas, par l'herbe qui pousse sur place. Alors certes, l'agriculture paysanne n'est pas à mettre dans le même panier que l'élevage industriel. Toutefois, selon une étude de l'université d'Oxford publiée en 2014, le régime vegan serait largement moins polluant qu'un régime avec de la viande. Les chercheurs ont évalué à 2,89 kg équivalent CO2 les émissions par jour d'un vegan, contre 3,81 pour les végétariens et 4,67 kg équivalent CO2 pour les individus mangeant moins de 50 grammes de viande par jour. Les gros consommateurs de viande atteignent eux les 7,19 kg équivalent CO2. Il est donc évident que si tout le monde adoptait une alimentation végane, finalement, le monde n'en serait que meilleur. C'est vrai, l'augmentation des pratiquants du régime végétarien, voire végane, permettrait une nette réduction des émissions de CO2. Cependant, si tout le monde adoptait un régime végétalien, il faudrait plus de terres cultivées pour nourrir l'humanité. Comme le montre ce graphique de l'INRA, moins il y a de parts de protéines d'origine animale dans le régime alimentaire, moins il y a de surface cultivée. Pourtant, à partir de 30%, la courbe se stabilise pour remonter. En fait, ceci s'explique du fait qu'en dessous du seuil de 20 à 25% de protéines d'origine animale, les coproduits des cultures ne sont pas valorisés par des animaux. Les protéines et les calories qu'ils apportent doivent être trouvées dans un surplus de culture. Mais on mange trop de protéines animales. Bien sûr, bien sûr. Et il faut réduire drastiquement notre consommation de viande. Mais le zéro absolu n'est pas la meilleure solution. Tout est dans la modération finalement. Le régime alimentaire le moins consommateur de surface agricole contient entre 15 et 30% de protéines animales. C'est-à-dire entre 9 et 20 grammes par jour. En gros, la solution serait plutôt de tous devenir flexitariens. Ce qui est cohérent avec les apports de 25 à 30 grammes de protéines totales par jour conseillés par l'Organisation mondiale de la santé. En considérant donc que le zéro élevage n'est pas la solution mais qu'il faut tout de même réduire l'élevage de manière considérable, pouvons-nous envisager une forme d'agriculture qui ferait contrepoids avec l'industrie de la viande? Une forme de compensation en somme. Alors à mon sens, cette agriculture est tout à fait possible. Nous évitons tous les produits chimiques, artificiels, les OGM, les fumiers d'animaux bien sûr. Nos apports sont essentiellement constitués d'engrais verts, de compost, de végétaux, de paillis. Tout cela couplé à une rotation des cultures. En fait, nous nous inspirons des principes de la permaculture où la biodiversité, le travail réduit du sol et l'utilisation de plantes vivaces et indigènes sont favorisés. En fait, dans tous les bons manuels d'agroécologie, les composts végétaux, qui sont constitués de plantes non récoltées dont la biomasse est intégralement restituée au sol pour le nourrir, tout ça est encouragé. Mais pour des rendements convenables et un minimum sécurisé, ces engrais verts ne peuvent en général pas se substituer intégralement aux matières organiques animales qui sont plus facilement minéralisables. De plus, en France, les déchets verts représentent en moyenne 70 kg par an et par habitant. L'engrais composé qui en résulte représente un tiers du poids des déchets verts, soit environ 24 kg par an et par habitant. En maraîchage, l'apport moyen de ce type d'engrais utile à la non-dégradation des sols est de l'ordre de 15 tonnes par hectare et par an. La contribution d'une personne à la fertilisation des sols via sa collecte de déchets verts permet de couvrir une surface d'à peine 16 mètres carrés. On peut aussi coupler ces déchets verts à du compost humain. En Ile-de-France, des expériences ont récemment été menées sur la fertilisation du blé par des urines de citadins. Il n'y a plus qu'à faire accepter aux gens que la farine qu'ils utilisent pour le gâteau d'anniversaire du gamin, il a poussé grâce au caca du voisin. N'oublions également pas les nombreux problèmes engendrés par cette technique. Problèmes sanitaires, résidus médicamenteux, métaux lourds et j'en passe. En somme, notre bon vieux fumier m'apparaît bien plus efficace et facile d'accès. Après la Seconde Guerre mondiale, on l'a remplacé petit à petit malheureusement par des engrais azotés. Leur production est responsable de la moitié des émissions de gaz à effet de serre d'origine agricole. En plus, contrairement à notre super fumier, les engrais azotés nourrissent bien les cultures mais pas la vie présente dans le sol, c'est-à-dire les champignons, les bactéries, les vers de terre, qui sont tous indispensables. Ils consomment de la matière organique que l'on exporte par les cultures. Alors rendons à César ce qui appartient à César. Une partie de la matière organique apportée au sol se minéralisera pour nourrir les plantes et une autre persistera dans le sol pour améliorer sa bonne tenue à long terme, sa structure, son pouvoir de rétention en eau et au passage stocker du carbone et atténuer le réchauffement climatique. Les agriculteurs bio pour qui l'utilisation de fertilisants minéraux est interdite l'ont bien compris finalement. Une grande partie de la fertilité de leur système provient du monde animal. Légumes et céréales bio sont fertilisés à base de fumier, fiente ou poudre de sang. Le mélange d'animaux en pâturage en rotation de salatin crée 2,5 cm de sol par an. Les déjections animales, notamment des ruminants, sont pleines de bactéries qui vont continuer le travail de digestion au profit de la fabrication de la matière organique unique.
Un peu comme à la sortie du tube digestif des vers de terre, cela apporte au sol de la matière organique très riche, car de 1, les longues molécules d'hydrate de carbone sont détruites. Par contre, bon, cela synthétise du méthane, il faut bien le reconnaître. Et de 2, la proportion de NPK, c'est-à-dire azote, phosphore et potassium, est augmentée. Le méthane, un puissant gaz à effet de serre, je vous l'avais dit. Si le méthane contribue à environ 15% à l'effet de serre, les ruminants domestiques sont responsables d'environ 16% du méthane produit à la surface de la Terre. Donc un peu moins que les rizières ou que les marais. En fait, cela représente en réalité guère plus de 2% de l'effet de serre. Et si péter était un problème majeur, il y a longtemps qu'on aurait interdit le cassoulet. Dominique Florian, présidente de l'IRAB, qui, dans un entretien accordé à Mohamed Taleb, évoque ceci. Nos recherches sur la qualité de production agricole et sa relation avec la santé des hommes, des animaux, mais aussi des plantes, nous ont prouvé que le fumier de ferme d'herbivores reste un fertilisant de base inégalé, incomparable et irremplaçable, aussi bien pour optimiser la qualité biologique de la production agricole que pour tenir en respect le parasitisme et les maladies de tous ordres, etc., pour maintenir ou restaurer la structure physico-chimique et biologique des terres, même les plus dégradées. L'élevage utilisé avec intelligence et combiné à d'autres techniques telles que l'agroforesterie ou l'agriculture de conservation, voire l'agriculture intensément écologique, reste une sécurité pour réaliser le compromis entre bonne santé des sols et rendement des cultures. Et qui est décidé à utiliser l'élevage avec intelligence? Arrêtons de produire des animaux, sauvons-les et la planète avec. Alors finalement, le terme produire n'est peut-être pas le plus adapté, il faudrait plutôt élever que produire. En tout cas, c'est ce qu'assure Jocelyne Porcher, qui était une éleveuse de brebis et qui aujourd'hui est chercheuse à l'INRA. Pour elle, répartir l'élevage n'aurait que des avantages agronomiques en diversifiant les cultures et les paysages et en diminuant les pesticides, puisque les insectes ravageurs seraient moins présents. Cela supposerait une autre approche de l'élevage, bien évidemment. Il existe une différence ontologique entre produire des animaux et les élever. Il faut revenir à l'élevage avec sa diversité de races, d'alimentation, de compétences en fonction des territoires. Réfléchir à la condition des animaux d'élevage et des animaux sauvages est un impératif. Mais l'abolition de leur exploitation et de leur consommation semble difficile à imaginer dans un monde où il faudra bientôt nourrir 10 milliards d'êtres humains. Et n'oublions pas non plus que notre acteur fonctionne au pétrole. Donc que sera l'agriculture du siècle prochain quand on aura épuisé tous les puits? Moi j'imagine mal des athlètes se porter volontaires pour aller tirer la charrue. Dans tous les cas, des changements importants s'imposent. Pour citer Pierre-Étienne Raoult, l'idée du développement durable nous berce dans la douce espérance qu'il n'est pas nécessaire de changer radicalement notre rapport au monde et surtout pas la manière compulsive que nous avons de consommer pour que l'environnement se porte mieux. La mise en place en fait de simples mesures vertes permettra la croissance infinie à laquelle tout le monde aspire sans conséquences pernicieuses pour l'environnement. C'est le polluons moins pour polluer plus longtemps. Dans l'autre cas, le bien-être animal porte l'illusion que les réglementations qui visent à améliorer les conditions de vie des animaux dans les systèmes de production intensifs constituent des mesures suffisantes pour que l'on cesse de remettre en question l'industrialisation du vivant. C'est le sévissons moins pour sévir plus longtemps. Peter Singer soutient que l'on ne devrait manger que des produits d'origine animale que si nous ne pouvons voir leur origine de nos propres yeux. En d'autres termes, il faut voir la vache gambader dans la prairie pour être sûr de la manger en bonnes conditions éthiques et environnementales. Et c'est possible avec ma ferme, par exemple, je fais du circuit court, donc de la vente directe. En fait, la seule économie légitime est une économie locale. La seule économie durable est une économie locale. Les êtres humains doivent tirer leur subsistance de l'endroit où ils vivent sans le détruire. Il est donc indispensable de connaître son territoire et ce qui peut s'y produire. En résumé, les angles d'attaque de ce changement radical de notre manière de produire et de consommer s'articulent en 3 points. Faire appel à des animaux adaptés capables de valoriser les ressources de chaque zone. Développer une action concertée entre les éleveurs et les fabricants d'aliments du bétail pour complémenter de façon efficace et économique les aliments à base de fourrage. Et 3. Privilégier une recherche qui optimise le fonctionnement de la digestion microbienne chez les ruminants plutôt que de maximiser uniquement une voie métabolique pour produire plus. Donc les solutions extrêmes, le tout naturel et le tout artificiel sont vouées à l'échec. Rappelons aussi que si le tout vegan est à condamner, les véganes contribuent à réduire l'empreinte carbone globale. Leur régime alimentaire, on peut dire qu'il compense le coût environnemental des gros viandards. À condition bien sûr de ne pas remplacer cette viande par du soja qui a été produit à l'autre côté du globe. Mais il faut que tout le monde s'assure que les animaux aient une vie décente. Nulle condamnation morale ne peut s'abattre sur la famille à qui le choix de la pitance n'est pas offert. Émerge alors une question. Que vaut une prescription morale si elle ne peut pas être appliquée de manière universelle ?